Vous ne verrez jamais Jacques Dutronc fanfaronner sur Instagram en posant avec des voitures de sport rutilantes ou des montres incrustées de diamants qui brillent sous les flashs. Non, cet homme préfère rester dans l'ombre, avec ses cheveux en bataille et ce sourire en coin qui en dit long sur sa philosophie de vie. Derrière cette apparence décontractée se cache pourtant l'une des fortunes les plus discrètes et les plus fascinantes de toute l'histoire de la musique française. Bonjour à tous et bienvenue sur Chronique Le Baz, la chaîne des mystères historiques et des vies légendaires. Nous sommes en 2025, et pendant que le monde entier court après les tendances éphémères, les likes et les abonnés qui s'accumulent comme des trophées virtuels, Jacques Dutronc, lui, vit paisiblement au milieu des oliviers centenaires dans une villa corse qui porte l'empreinte d'une autre légende, Françoise Hardy. Cette maison, qu'il occupe aujourd'hui comme s'il y avait toujours été, appartient techniquement à son fils Thomas, mais Jacques y est chez lui, pleinement, sans aucune intention de partir. Dans son garage, point de Ferrari flambant neuve ou de Lamborghini hurlante, mais une Citroën DS poussiéreuse, cette déesse de l'automobile française qui semble sortie d'un autre temps, et une Jaguar légendaire qui porte en elle des histoires que peu de gens connaissent vraiment. Il n'est pas milliardaire, loin de là, mais sa richesse est ancrée dans la terre qu'il foule, dans l'héritage qu'il a bâti au fil des ans, et dans ces dizaines de chats qui rôdent librement autour de lui comme de petits rois indépendants. Alors, comment une star aussi privée que lui arrive-t-elle à vivre comme un roi sans jamais en adopter les manières ostentatoires? Plongeons ensemble dans les détails de cette existence hors du commun. Vous allez voir, les surprises sont nombreuses, et elles pourraient bien changer votre regard sur ce que signifie vraiment être riche. Commençons par explorer la fortune de Jacques Dutronc, une fortune qui ne brille pas sous les projecteurs mais qui s'accumule avec une patience presque artisanale, au rythme lent des décennies qui passent. Son héritage musical, en particulier, n'est pas seulement une question de valeur culturelle ou de souvenirs nostalgiques. C'est une véritable mine d'or, certifiée par les chiffres et les contrats qui continuent de générer des revenus année après année. Avec une carrière qui s'étend sur plus de 60 ans, Jacques Dutronc a sorti plus de 20 albums, qu'il s'agisse de disques studio soigneusement produits ou de lives capturés dans l'énergie brute des scènes. Il a écrit ou coécrit des centaines de chansons, chacune portant sa marque indélébile, et il a gravé son nom dans l'histoire de la pop et du rock français d'une manière qui défie le temps. Pensez à des titres comme Les Cactus, avec son rythme accrocheur et ses paroles ironiques qui moquent la société, ou Et moi, et moi, et moi, cette complainte égocentrique qui résonne encore dans les esprits, sans oublier l'immortel Il est 5 heures, Paris s'éveille, une ode poétique à la capitale qui capture l'essence d'une époque. Ces chansons ne sont pas de simples reliques enfermées dans le passé, non, elles sont vivantes, redécouvertes par chaque nouvelle génération qui les stream ou les chante en chœur lors de soirées entre amis. En 2025, les droits d'auteur liés à l'écriture et à la composition continuent de rapporter un revenu annuel conséquent, que les experts estiment facilement à 6 chiffres, voire plus si l'on tient compte des fluctuations du marché musical numérique. Les plateformes de streaming jouent un rôle majeur dans cette manne financière. Spotify, Apple Music, Deezer et toutes les autres rapportent à elles seules des dizaines de milliers d'euros chaque année rien que pour Jacques Dutronc. Prenez Paris s'éveille, par exemple. Cette chanson seule accumule des millions d'écoutes à travers le monde, et chaque stream déclenche un micro-paiement qui s'additionne aux autres. Mais ce n'est pas tout. Il faut ajouter les droits d'exécution publique, ces royalties qui tombent à chaque diffusion à la radio, où les animateurs matinaux la passent encore pour réveiller les auditeurs, à la télévision, lors de documentaires ou de bandes-annonces, au cinéma, quand un réalisateur choisit de l'intégrer à une scène nostalgique, ou même lors de reprises en concert par des artistes contemporains qui rendent hommage à ce classique. Les professionnels du secteur, ces avocats spécialisés en droit d'auteur et ces gestionnaires de catalogue, estiment que 3 à 4 millions d'euros de la fortune totale de Dutronc proviennent exclusivement de ce catalogue musical. C'est un mélange harmonieux de ventes physiques qui persistent chez les collectionneurs, de rééditions luxueuses qui sortent tous les quelques ans, de performances numériques qui explosent avec l'essor du streaming, et de droits de diffusion qui coulent comme une rivière souterraine. Son répertoire n'est donc pas un simple héritage figé. C'est un actif vivant, qui se renouvelle sans cesse, qui s'adapte aux technologies modernes et qui continue de fructifier. Dans l'industrie musicale, où tant de carrières s'essoufflent après une décennie, rares sont les trésors aussi durables et aussi précieux que celui-là. Mais Jacques Dutronc n'a pas limité son talent à la musique. Il est aussi un acteur accompli, récompensé par un César qui trône quelque part dans sa villa corse, probablement poussiéreux mais fier. Il a été salué pour ses rôles profondément expressifs dans plus de 25 films, des performances qui vont du drame intense à la comédie légère. Souvenez-vous de Van Gogh, où il incarne le peintre torturé avec une intensité brute qui glace le sang, capturant la folie et le génie en quelques regards, ou des œuvres plus accessibles comme Place Vendôme, où son charisme discret vole à vedette, ou encore Merci pour le chocolat, un thriller psychologique où il excelle dans la nuance. Ces films ne prennent pas la poussière sur les étagères. Ils continuent d'être diffusés régulièrement en France et partout en Europe, sur des chaînes câblées, des plateformes de VOD ou lors de festivals rétrospectifs. Chaque rediffusion rapporte des revenus de syndication. Ces contrats qui permettent à une chaîne comme Arte ou France Télévisions de programmer une soirée thématique autour de Dutronc, ravivant les anciens accords et remplissant les caisses. Les chaînes publiques et privées lui consacrent encore des hommages,
des documentaires qui explorent sa filmographie et qui génèrent des licences supplémentaires. Et n'oublions pas l'économie florissante des collectionneurs, ce marché parallèle où les fans traquent les raretés. Les vinyles vintage des années 60, ces pressages originaux avec leurs pochettes usées mais authentiques, se vendent à prix d'or sur des sites spécialisés. Les coffrets collector, les rééditions limitées remasterisées et maintenant améliorées par l'intelligence artificielle pour une qualité sonore cristalline nourrissent un regain d'intérêt constant pour son œuvre. Les albums de l'air yéyé et du psychédélique rock français sont devenus des objets cultes, recherchés par les amateurs du monde entier, du Japon aux États-Unis. Avec le temps, Dutronc a démontré un instinct commercial surprenant, toujours teinté de son ironie légendaire. À la fin des années 2000, il s'est lancé dans la mode avec une ligne humoristique appelée Dutronc Séduction. Imaginez des vestes vintage recyclées, des t-shirts ornés de slogans ironiques, des pantalons ajustés parfaitement taillés pour la nouvelle vague de francophiles hipsters qui redécouvraient la coolitude française. C'était une collection limitée, niche, presque confidentielle, mais étonnamment rentable, surtout en ligne et au Japon, où Dutronc compte une base de fans fidèles et passionnés qui achètent tout ce qui porte son nom. Ce même esprit subversif s'est manifesté dans son parfum signature, l'eau de Jacques, promu avec le slogan accrocheur « Le parfum du fumeur libre ». Le flacon imitait un paquet de cigarettes des années 60, avec des notes dominantes de tabac, de cuir et de myrte corse qui évoquaient instantanément l'univers de Dutronc. La première série s'est écoulée comme des petits pains, et aujourd'hui, certains fans revendent des flacons scellés sur eBay pour plusieurs centaines d'euros, transformant un produit éphémère en objet de collection. Mais le succès commercial le plus inattendu reste peut-être le Gros Jacques, cette petite chaîne de bistrots corse cofinancée et co-brandée par Dutronc dans les années 2010. On y servait du vin local corsé, de la viande grillée sur des braises parfumées et des menus ornés de slogans sarcastiques qui faisaient sourire les clients. Mi-piège à touristes, mi-repère underground pour les initiés, ces restaurants ont tous ou presque été vendus ou rebaptisés au fil du temps, mais ils ont généré à l'époque un bénéfice net substantiel, tout en renforçant le mythe de Dutronc comme bon vivant capable de monétiser son charme naturel sans effort apparent. Aujourd'hui, en 2025, Jacques continue de tirer des revenus importants de licences pour des concerts hommages, de produits dérivés qui sortent sporadiquement, de rétrospectives muséales qui exposent ses guitares et ses manuscrits, et d'archives numérisées qui alimentent des plateformes éducatives ou documentaires. Tandis que les performances en hologramme et l'intelligence artificielle redéfinissent la manière de perpétuer les légendes musicales, le clan Dutronc, désormais dirigé par son fils Thomas, avance avec prudence sur les terrains éthiques et économiques de l'immortalisation digitale. Des questions se posent. Faut-il recréer Dutronc en virtuel pour des shows éternels? Comment préserver l'âme sans la diluer? Thomas veille, et Jacques observe avec son détachement habituel. Oubliez les pantous parisiens clinquants ou les villas jet-set à Saint-Tropez où les stars se pavanent. Pour Jacques Dutronc, le vrai luxe ne se mesure pas en opulence tapac sans grave-l'œil, mais en permanence, en racines profondes qui s'enfoncent dans le sol comme celles des oliviers corses. C'est un lieu qui devient une extension de soi, qui rythme vos journées, qui enveloppe vos silences. Ce lieu magique pour lui se trouve dans les hauteurs de Monticello, un village tranquille en Corse, battu par les vents méditerranéens, juste au-dessus de l'île Rousse, où le temps semble s'être arrêté et où le soleil ne se presse jamais de plonger dans la mer. La villa qu'il appelle chez lui n'a pas toujours été la sienne. Elle a été construite en 1966 par Françoise Hardy sur un terrain offert par le photographe Jean-Marie Perrier, son ex-compagnon et ami proche. Cette maison aux murs de pierre traditionnelle, avec sa vue de carte postale sur la mer scintillante, était conçue comme un refuge absolu, et c'est exactement ce qu'elle est devenue non seulement pour Hardy, mais aussi pour l'homme qu'elle épouserait en 1981 et qu'elle ne quitterait jamais complètement, même après leur séparation officielle. Jacques s'y est installé progressivement et n'en est jamais vraiment reparti. Il en plaisantait souvent avec son humour pince sans rire. « Je me suis bien garé, alors je suis resté ». Cette boutade est devenue son mantra discret, une façon de dire que le hasard heureux l'a mené au bonheur. Lorsque Françoise Hardy est décédée en juin 2024, la villa est revenue légalement à leur fils Thomas Dutronc, qui a confirmé avec une touche d'ironie affectueuse. « Mon père habite désormais chez moi, mais je ne lui demanderai jamais de partir. C'est sa maison plus que la mienne. Ça l'a toujours été. » La villa, connue informellement sous le nom de Virginie, est tout ce qu'on n'attendrait pas d'un millionnaire. Pas de portail doré pour impressionner les visiteurs, pas de façade ostentatoire pour attirer les paparazzis. De l'extérieur, elle se fond dans la colline presque timidement, comme si elle voulait passer inaperçue. À l'intérieur, c'est une mosaïque vivante du temps qui passe. Des guitares vintage accrochées au mur, des meubles décolorés par le soleil corse qui entre à flot par les fenêtres ouvertes, des livres empilés çà et là avec des marque-pages oubliés, des photos de Françoise Hardy qui sourit depuis des cadres jaunis, des bouteilles de vin corse à moitié vides sur la table de la cuisine, et une collection impressionnante de cendriers pour les cohibas que Dutronc allume en continu, enveloppant la pièce d'une odeur de tabac cubain. Et les véritables souverains de ce domaine? Les chats, bien sûr. Jacques les a toujours adorés,
peut-être parce qu'ils incarnent l'indépendance, l'arrogance élégante et le refus d'être domestiqués, des qualités qu'ils partagent avec eux. À une époque, plus de 50 félins rôdaient sur la propriété, des chatons abandonnés que les habitants du coin jetaient par-dessus le mur, sachant que Dutronc les adopterait sans hésiter. Thomas a écrit dans ses mémoires « On ne pouvait plus manger dehors. Ils sautaient sur la table, piquaient la nourriture, dormaient dans les guitares. C'était un zoo. » Même le portail affiche une pancarte peinte à la main avec une tendresse résignée. « Roulez lentement, chat partout. » Aujourd'hui, le nombre a été réduit à une douzaine plus gérable, mais leur présence se fait sentir dans chaque recoin baigné de soleil, ronronnant sur les canapés ou observant le monde depuis les rebords de fenêtres. La terrasse de la villa fait face à la mer, une étendue infinie de Méditerranée encadrée par les montagnes escarpées du Cap Corse. Cette vue est la compagne préférée de Dutronc, peut-être plus encore depuis la disparition de Françoise. Il y passe ses matinées, un café noir fumant à la main et un cigare allumé, contemplant l'horizon comme s'il y cherchait des réponses. Ses après-midi se déroulent devant d'anciens westerns sur une vieille télévision cathodique qui grésille doucement, et ses soirées consistent à saluer les couchers de soleil corse, teints d'orange et de rose, avec une verre de vin local. Et il n'est jamais seul. En été, on peut croiser autour de la table du jardin des amis fidèles comme Eddie Mitchell, Étienne Dao ou Vincent Lindon, partageant des anecdotes et des rires. Dans les années passées, c'était Johnny Hallyday, Serge Gainsbourg ou Romy Schneider qui passaient après un tournage, transformant la villa en un salon bohème. Aujourd'hui, beaucoup de ces invités sont ce que Jacques appelle les absents, mais la maison s'en souvient, imprégnée de leur voix et de leur fumée de cigarettes. Ce qui rend cette maison luxueuse, ce n'est ni sa taille modeste ni sa valeur marchande, bien qu'elle soit estimée entre 1 500 000 et 2 millions d'euros selon les experts immobiliers corses. C'est la vie qu'elle abrite, les souvenirs incrustés dans chaque pierre, chaque fissure du mur. Le fait qu'un homme qui pourrait vivre n'importe où dans le monde, à New York, à Los Angeles, à Dubaï, choisisse de rester ici, au même endroit, sous le même figuier centenaire, avec les mêmes lunettes de soleil aviateur et le même sourire lent et malicieux. C'est la définition même de la richesse authentique. Monticello n'est pas une simple parenthèse dans la vie de Dutronc, c'est le cœur battant de son existence. Et malgré tous les royalties qui tombent, l'immobilier qui prend de la valeur et les ventes de disques qui persistent, cette villa marquée par le temps, bénie par le silence méditerranéen, demeure le seul lieu qu'aucune somme d'argent ne saurait acheter, un chez-soi fait de liberté pure. En dehors de son refuge bien-aimé de Monticello en Corse, Jacques Dutronc a toujours maintenu une présence plus discrète mais tout aussi significative sur le continent, notamment à Paris, cette ville où les racines de sa célébrité ont pris forme dans les années 60. Sa principale propriété parisienne se niche dans le 14e arrondissement, dans le quartier de Petit-Montrouge, un coin calme et résidentiel qui contraste avec le tumulte du centre. Cette maison de ville discrète, typiquement parisienne avec ses balcons en fer forgé ouvragé et ses escaliers en colimaçon qui grincent sous les pas, est devenu le foyer familial qu'il partageait avec Françoise Hardy durant leurs années les plus créatives et les plus intenses, dans les années 60 et 70. Assez proche des studios d'enregistrement et des théâtres de Montparnasse pour faciliter le travail, mais suffisamment à l'écart pour protéger la famille des paparazzis et des fans trop enthousiastes qui rôdaient parfois dans les rues. Thomas Dutronc, leur fils unique, évoque souvent son enfance dans cette maison avec un mélange poignant de nostalgie et d'émerveillement pur. « J'avais 2 étages rien que pour moi », a-t-il raconté un jour lors d'une interview télévisée. « Je me faufilais la nuit. Les marches en bois me trahissaient à chaque fois avec leur craquement familier. Les échos dans le couloir étroit, l'odeur apaisante de la tisane que Françoise préparait chaque soir. Tout cela a façonné mon récit initiatique, imprégné de l'esprit bohème de la rive gauche parisienne, avec ses cafés littéraires et ses artistes en perpétuelle effervescence. » À la fin des années 80, alors que Jacques entamait sa retraite insulaire progressive en Corse, la maison parisienne est restée dans l'orbite familiale, un lien tangible avec le passé. Bien que les registres officiels indiquent qu'il n'y vit plus à plein temps, le bien reste probablement en possession de Thomas ou géré via une fiducie familiale discrète. Au vu de l'explosion vertigineuse des prix de l'immobilier à Petit-Montrouge, un quartier qui attire désormais les jeunes cadres et les familles aisées, cette maison, autrefois simple résidence d'artistes bohèmes, est aujourd'hui estimée entre 1 500 000 et 2 millions d'euros, voire plus si l'on prend en compte d'éventuelles rénovations modernes ou les détails cadastraux précis. On murmure également l'existence d'un second bien immobilier à Paris, peut-être un pied-à-terre dans le 6e arrondissement, près de la rue de Rennes-Animée, utilisé pendant les périodes de maladie de Françoise lorsque l'accès rapide aux cliniques spécialisées et aux pharmacies voisines devenait crucial pour son confort. Cet appartement, jamais officiellement confirmé par la famille qui cultive le secret comme une vertu, aurait été conservé au nom de Thomas par souci de discrétion absolue et de stabilité à long terme. Françoise était farouchement secrète concernant sa santé, refusant les médias et les spéculations, et Jacques, même séparé depuis des décennies, restait impliqué à distance, veillant à ce que tout soit en ordre pour assurer son bien-être. Au-delà de ses résidences principales, le portefeuille immobilier de Dutronc a toujours privilégié le refuge personnel et fonctionnel à la démonstration de prestige criard.
Contrairement à certains de ses pairs du rock ou de la chanson française qui ont acquis des domaines vastes en Provence avec des vignobles étendus ou des châteaux dans la Loire pour produire leur propre vin, Jacques a préféré des biens modestes, liés à son histoire familiale et à ses besoins réels. Depuis longtemps, des conseillers de confiance gèrent discrètement au moins 2 petits biens d'investissement en Nouvelle-Aquitaine, des locations saisonnières situées près de Cognac ou de Royan selon les rumeurs qui circulent dans les cercles proches. Ces propriétés génèrent un revenu passif stable sans attirer l'attention des médias ou des curieux, détenus via des sociétés d'écran ou des fiducies discrètes qui garantissent une exposition publique minimale. Mais ne vous y trompez pas, Dutronc n'a jamais poursuivi la richesse pour elle-même, comme un objectif en soi. Selon ses amis de longue date, il aurait refusé plusieurs émissions de rénovation télévisée lucratives et des partenariats immobiliers juteux dans les années 2000, alors que d'anciennes icônes comme Johnny Hallyday monnayaient leur image à tour de bras pour des publicités ou des endorsements. Jacques n'a jamais voulu bâtir un empire tentaculaire, confie un proche qui le connaît depuis les débuts. Juste un endroit où poser ses livres préférés, ses cigares cubains et peut-être 1 ou 2 chats errants. Cette philosophie simple et inébranlable demeure inchangée en 2025, ancrée dans une sagesse qui priorise l'essentiel. Entre la sauvagerie poétique de Monticello, avec ses vents marins et ses oliviers tordus par les ans, et les souvenirs élégants de Paris, avec ses rues pavées et ses cafés historiques, l'immobilier de Jacques Dutronc est discret mais profondément sincère. Il ne s'agit pas de luxe ostentatoire pour impressionner les voisins ou les followers, il s'agit d'histoires personnelles, d'habitudes forgées au fil du temps et du plaisir silencieux de savoir que l'on a laissé une trace de soi dans chaque mur écaillé, chaque escalier qui grince familièrement, chaque planche de parquet qui porte les marques des pas quotidiens. Jacques Dutronc conduit-il une Ferrari rouge pétant qui rugit dans les virages? Non, absolument pas. Et s'il l'avait fait un jour, ce serait probablement comme une blague intégrée dans l'une de ses chansons ironiques, et non comme un symbole clinquant de réussite sociale. Dutronc est le genre d'homme qui se moque ouvertement de l'excès, qui joue les dandys avec une élégance feinte tout en riant secrètement de leur vanité ridicule. Ce qu'il conduit réellement, lorsqu'il daigne prendre le volant, en dit long sur sa personnalité profonde et sur ses priorités. Au cœur de son modeste garage à Monticello trône une Citroën DS, cette icône automobile française au design futuriste de soucoupe volante, un véhicule si fluide, si excentrique et si profondément national dans son essence que le général de Gaulle lui-même aurait affirmé qu'elle lui avait sauvé la vie lors d'un attentat. La DS de Dutronc n'a rien d'un modèle de salon impeccablement poli. Elle est poussiéreuse, digne dans sa patine, souvent garée à l'ombre des oliviers centenaires, et ressemble davantage à un artiste retraité qu'à une voiture de collection muséale. On l'a aperçue sur les marchés locaux de l'île Rousse, serpentant sur les routes côtières sinueuses des collines corses, parfois avec un chat étendu paresseusement sur la banquette arrière, observant le paysage défiler. Des amis de longue date se souviennent que Jacques possédait autrefois une Jaguar XK120, offerte, dit-on, au début des années 70 par un producteur enthousiaste après le succès retentissant de l'opportuniste. Cette Jaguar vert anglais, avec son intérieur en cuir patiné, ses pare-chocs chromés étincelants, est devenue une légende à part entière dans le cercle intime de Dutronc. Dans une interview récente, Thomas Dutronc a laissé entendre que la Jag était conservée comme une relique sacrée, plus admirée que conduite, plus symbolique que fonctionnelle au quotidien. Elle sent le vieux cigare et l'essence, disait-il en souriant avec tendresse. Autrement dit, elle sent mon père, imprégné de son aura unique. L'amour de Dutronc s'est toujours porté davantage sur les motos anciennes, ces machines rugissantes qui offrent une sensation de liberté pure. Au fil des décennies, on l'a vu chevaucher des Triumph Bonneville classiques, des BMW série R robustes et même quelques motos Guzzi italiennes au design élégant. Sa villa en Corse possédait autrefois une aile entière dédiée aux pièces détachées, aux casques vintage et aux photos jaunies de lui en train de rouler sur les pistes dans les années 80, le vent dans les cheveux. Une photo accrochée dans sa cuisine le montre en lunettes d'aviateur et blouson de cuir, roulant sans les mains avec le sourire espiègle d'un gamin qui vient de faire une bêtise interdite. Comme tout le reste dans sa vie, ces véhicules ne sont pas là pour faire étalage de richesse ou de statut. Ils sont là pour le plaisir pur, pour l'esthétique intemporelle, pour la sensation viscérale du mouvement et le bruit enivrant du moteur qui vibre dans la poitrine, pas pour la marque gravée sur le capot ou le prix affiché chez le concessionnaire. Le même principe s'applique à sa garde-robe, cette collection de vêtements qui défie les tendances éphémères. Dutronc porte des costumes sur mesure de grande maison, parfois froissés avec une désinvolture étudiée qui en dit long sur son mépris pour la perfection factice. Il est rarement vu sans ses Ray-Ban aviateurs, devenus si emblématiques que dans les années 90, un magazine français spécialisé dans les lunettes titrait en couverture l'homme qui faisait chanter les lunettes, jouant sur son charisme magnétique. On ne l'a jamais photographié avec une Rolex clinquante, encore moins une montre sertie de diamants qui hurle la richesse. Il porte plutôt des montres anciennes à bracelets de cuir usé, parfois à peine fonctionnelles, souvent héritées d'amis disparus ou trouvées dans des brocantes corses. Lorsqu'un journaliste curieux lui demanda un jour pourquoi il ne se laissait jamais tenter par la mode ostentatoire qui envahit les poignets des stars, Dutronc haussa les épaules avec son flegme habituel. La montre la plus chère du monde n'arrête pas le temps. Alors, à quoi bon?
Les critiques de mode et les historiens du rock ont longtemps été fascinés par cette contradiction apparente. Un homme qui a embrassé l'esthétique du rocker français sans jamais sombrer dans la caricature grotesque. À la fin des années 60, alors que Serge Gainsbourg jouait avec la provocation outrancière et que Johnny Hallyday s'appropriait l'imagerie américaine du bad boy en cuir, Dutronc traçait une route différente, unique. Il portait des costumes 3 pièces impeccables, quand les autres étaient en cafetan psychédélique. Il associait des vestes cintrées à des espadrilles décontractées et n'a jamais eu besoin de s'excuser pour son ironie mordante. Il s'habillait comme un banquier qui venait de s'échapper d'une lecture de poésie beatnik, plaisantait un journaliste dans un article mémorable. Il a toujours compris le style comme un masque théâtral, un clin d'œil élégant à l'absurdité de la célébrité, un jeu où il excelle sans effort. Et derrière ce masque se cachait un homme discrètement avisé, quelqu'un qui laissait les autres courir après les projecteurs pendant qu'il préservait jalousement son indépendance farouche. « Je n'ai jamais aimé l'argent », a-t-il un jour confié au monde entier lors d'une rare interview, et l'argent ne m'a jamais aimé. Une phrase que les fans ont répétée comme un mantra philosophique, mais ceux qui le connaissent vraiment savent qu'il était bien plus pragmatique que cela en réalité. Il a investi intelligemment ses gains, diversifiant sans excès. Il a bien vécu, sans gaspillage. Il a évité les scandales financiers qui ont ruiné tant de carrières. Et surtout, il connaissait ce secret qui échappe à tant de célébrités éphémères. Le vrai luxe ne fait pas de bruit, il se savoure en silence. La fortune de Jacques Dutronc est impressionnante, oui, estimée autour de 120 millions d'euros si l'on additionne tout musique, cinéma, immobilier, investissement. Mais sa plus grande richesse ne se résume pas à ces chiffres froids. C'est son mode de vie unique, sa liberté absolue, sa capacité à dire non à tout ce qui ne sonne pas juste à ses oreilles. Il n'est sur aucun réseau social, refusant les selfies et les stories. Il ne vend pas son âme à des marques pour des campagnes publicitaires. Il n'a pas besoin de jet privé pour traverser l'Atlantique ou de chaînes en diamant pour briller au gala. Son univers est fait de villas en pierre blanchie à la chaux, de cigares cubains roulés à la main, de matins silencieux où seul le chant des cigales rompt la quiétude, et de bons vins corses partagés avec des amis vrais. Il évolue entre un confort bourgeois discret et une résistance bohème assumée. Non par calcul froid, mais parce que c'est ce qu'il est au plus profond de lui. « Je suis là, mais je fais ce que je veux », a-t-il dit un jour avec un clin d'œil. Et ça, plus que tout le reste, c'est le véritable luxe de la vie de Jacques Dutronc en 2025. La relation entre Jacques Dutronc et son fils Thomas a toujours eu quelque chose de sacré, loin du regard public vorace, loin des couvertures de magazines People qui traquent le moindre drame. Elle s'est tissée en silence à travers des décennies de musique partagée, de pertes douloureuses et d'un amour inconditionnel qui n'a pas besoin de mots grandiloquents. Tandis que les médias s'acharnaient sur des familles plus bruyantes et plus exposées, les Dutronc ont construit la leur dans le calme, à travers des cordes de guitare accordées ensemble, des longs trajets en voiture sur les routes corses, des gestes muets de soutien et des éclats de rire à huis clos. Aujourd'hui, en 2025, ce lien entre père et fils entre dans un nouveau chapitre, plus profond et plus intime encore. La mort de Françoise Hardy en juin 2024 a marqué un bouleversement majeur dans leur vie à tous les deux. Pour Jacques, ce fut la fin d'un lien qui, même dans la séparation physique, était resté un fil émotionnel puissant, indéfectible. Pour Thomas, ce fut le moment d'endosser pleinement le rôle pour lequel il s'était préparé toute sa vie, non seulement comme musicien à part entière, avec sa propre carrière florissante, mais comme gardien vigilant d'un héritage qui unit 3 des plus grands noms de la musique française. Hardy, Dutronc est désormais lui-même au centre. Légalement, Thomas a hérité de la maison de Monticello ainsi que d'une grande partie du patrimoine de Françoise. Droits musicaux complexes, souvenirs précieux, royalties qui continuent de couler. Mais émotionnellement, il a aussi hérité de son père d'une manière plus subtile. « Mon père habite chez moi maintenant », a-t-il déclaré dans une interview teintée de mélancolie juste après le décès de Françoise. Mais c'est plus que ça, il vit avec moi. On partage un temps qu'on n'a jamais eu avant. Ce n'est pas une relation de soignant où l'un veille sur l'autre par devoir. Ce n'est pas une inversion des rôles classiques. C'est plutôt 2 artistes en harmonie parfaite, 2 hommes ayant connu la célébrité écrasante et la solitude qui l'accompagnent souvent, s'ancrant l'un à l'autre dans une saison de réflexion profonde et de sérénité. Ils passent leur matinée à boire du café fort sur la terrasse ensoleillée, contemplant la mer ensemble. Leurs après-midi consistent à accorder des guitares vintage ou à bricoler d'anciens enregistrements sur du matériel analogique qui craque doucement. La musique reste leur langage premier, celui qui dit tout sans mots superflus. Ils ont tourné ensemble à plusieurs reprises, enregistré des albums père-fils sous le nom Dutronc et Dutronc, et se sont soutenus mutuellement dans les chagrins profonds comme dans les renaissances artistiques. Thomas a souvent dit que partir en tournée avec son père lui avait donné une nouvelle compréhension, non seulement de Jacques le chanteur légendaire, mais de Jacques l'homme derrière le mythe. Il a toujours été un mystère, même pour moi, a avoué Thomas un jour lors d'un podcast intime. Mais en le voyant sur scène, en voyant combien les gens ont encore besoin de sa voix rauque et de son énergie, j'ai compris que je n'étais pas juste son fils,
J'étais son plus grand élève, héritier d'un savoir-faire unique. Aujourd'hui, Thomas a pris le rôle officieux d'administrateur de patrimoine familial. Il gérera le catalogue musical complet, ce puzzle complexe de crédits d'auteur, de droits d'enregistrement master et de revenus liés aux rééditions annuelles, au streaming mondial et aux licences pour films ou publicités. Il prendra les décisions cruciales sur l'avenir des archives de Françoise, dont les chansons intemporelles comme Tous les garçons et les filles continuent de toucher les cœurs, et des royalties toujours actives de Jacques. Il négociera avec les maisons de disques géantes, répondra aux propositions alléchantes de biopics hollywoodiens ou français. Peut-être organisera-t-il des expositions muséales itinérantes avec les guitares, les manuscrits et les costumes de scène? Et inévitablement, il décidera que faire de la villa en Corse, remplie de chats ronronnants, de carnets noircis d'idées, de guitares accordées et de fantômes bienveillants des absents. Il le fera avec révérence, avec respect pour l'héritage, et toujours avec son père à ses côtés pour guider les choix. Quant à Jacques, il a plaisanté un jour en interview avec son humour caractéristique. « Je n'ai jamais élevé Thomas. Il s'est élevé tout seul, comme un chat sauvage. Mais maintenant, je peux enfin vivre avec la version adulte, profiter de cette complicité mature. » Leur dynamique est chaleureuse, parfois sarcastique comme des échanges entre vieux complices, profondément aimante et peut-être plus touchante encore parce que fondée sur la complicité plutôt que sur le devoir filial imposé. Ils ne publient pas de photos pour la fête des pères sur les réseaux. Ils n'apparaissent pas sur les tapis rouges des cérémonies. Mais ils ont construit ce que beaucoup de familles célèbres n'atteignent jamais, une amitié réciproque, calme et sincère au soir de la vie. Et oui, un jour les chats seront à lui aussi, même si Jacques affirme toujours avec un sourire qu'il les préfère à lui pour leur compagnie indépendante. Pour Jacques Dutronc, le luxe en 2025 ne se mesure ni en yachts ancrés dans des ports privés, ni en jets privés prêts à décoller à toute heure. Il se mesure en temps volé au monde, en goût simple et authentique, en liberté totale de mouvement et d'esprit. La liberté de disparaître dans les collines corses avec un chat sur les genoux et une chanson oubliée dans la tête, sans que personne ne vienne perturber cette bulle. Il n'a pas besoin d'un palais clinquant quand il a une villa blanchie à la chaux par l'air marin et chargée d'histoires personnelles. Mais vous, qu'est-ce que vous considérez comme le vrai luxe dans votre vie? Une maison à plusieurs millions d'euros avec piscine à débordement et vue sur l'océan, ou la possibilité de vivre simplement, entouré de musique qui résonne dans les souvenirs, de livres cornés et d'amis fidèles? Dites-le nous en commentaire ci-dessous. Partagez vos réflexions les plus personnelles. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo si elle vous a fait réfléchir, de vous abonner à Chronique Le Baz pour ne manquer aucune histoire fascinante comme celle-ci, et de partager avec vos amis si vous pensez vous aussi que la simplicité bien menée, assumée avec élégance, est la plus belle des richesses. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, et à très bientôt pour une nouvelle chronique.